Existe-t-il un racisme anti-blanc? La question flotte depuis très longtemps dans le débat public. Elle a fait les grandes heures de CNews, d'Europe 1 version Bolloré et de Valeurs Actuelles, sans parler des nombreuses unes du Point, bien évidemment. Mais elle rebondit aujourd'hui parce que ce mot de racisme anti-blanc a été repris à son compte par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, mais également, et je le dis en le déplorant, par Fabien Roussel du Parti communiste. Le racisme anti-blanc, ça fait partie de ces questions sur lesquelles je sais qu'une partie d'entre vous vous interrogez de bonne foi. On va déplier le dossier, je vais essayer de vous présenter le point de vue des sciences sociales sur le sujet, et vous allez voir que c'est une question intéressante et qu'il faut traiter comme souvent avec finesse et nuance. Spoiler, à la fin on dira que non, en effet, il ne faut pas parler de racisme anti-blanc pour des raisons tant sociologiques que politique. Il y a néanmoins un mais et je vais essayer de vous expliquer où il se situe. On revient vers le fait originel, cette interview de Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, donc c'est une voix importante, hein, sa voix engage le gouvernement tout entier. Bizarrement, on parle de racisme anti-blanc, ça vient de CNews. C'est quand même bizarre tout ça, dis donc. Hein. On a passé toute la semaine à nous expliquer, revenant sur les événements de Crépol, que le racisme anti-blanc était une impossibilité logique, une impossibilité théorique qu'il ne pouvait pas exister. Est-ce que refuser de nommer le racisme anti-blanc dans un événement comme celui-là ou dans d'autres, ce n'est pas aussi une faillite de l'antiracisme? Ah bah c'est bien sûr une faillite de l'antiracisme. Moi, j'habite dans un endroit dans les Yvelines avec beaucoup de populations de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme vraiment à l'état pur. Non, c'est du racisme anti-blanc, Sophie Primas, dites-le. Oui, je veux bien le dire, c'est du racisme anti-blanc. Le fait de parler de racisme anti-blanc, c'est un tabou. En tout cas, c'est pas le mien. Le racisme est universel, il va vers tous les types de populations, qu'elles soient d'origine étrangère, qu'elles soient françaises, qu'elles soient blanches, qu'elles soient je ne sais quelle origine. Le racisme est le racisme, c'est la haine des autres et la haine de ceux qui sont différents. Par conséquent, je n'ai pas de pudeur à vous dire ça. Ce terme, racisme anti-blanc, il est avant tout mobilisé par l'extrême droite, il en est un marqueur idéologique et ce depuis très longtemps. Voilà désormais qu'il apparaît dans la bouche de la porte-parole du gouvernement. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, t'es gentil, mais elle a quand même un argument qui est de poids. Sa propre fille, on l'a déjà traitée de sale blanche, ça ressemble quand même à une insulte raciste. Donc, c'est une insulte qui s'inscrit dans du racisme anti-blanc, enfin, par définition. Donc, quelle difficulté devrait-il y avoir à nommer ce qui est une réalité? On va déconstruire ça immédiatement en disant la chose suivante. Une insulte peut être raciste et elle peut être adressée à l'encontre d'une personne blanche. Traiter quelqu'un de sale blanc ou de sale blanche, est-ce que c'est une insulte raciste? Indubitablement. C'est une insulte péjorative fondée sur l'appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique lui-même réel ou supposé. C'est la définition même d'une insulte raciste. C'est précisément là où il ne faut pas s'arrêter. Parce que c'est une chose de dire qu'il peut exister des insultes racistes et que ces insultes racistes peuvent cibler des personnes blanches de peau, c'en est une autre de parler d'un racisme anti-blanc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la compréhension du racisme, elle est liée à des structures de domination au sein de la société. Une population racisée, c'est-à-dire victime de racisme, elle est par définition en situation de subir des discriminations globales, systémiques au sein de la société. Racisée, c'est-à-dire qui subissent une discrimination en raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique. On a besoin du concept de racisation pour parler de racisme sans tomber dans l'essentialisation des races. Les catégories raciales qu'on utilise, noir, blanc, arabe, n'ont rien à voir avec la biologie. Les scientifiques l'ont prouvé. Les catégories raciales sont complètement arbitraires et elles changent en fonction de chaque culture et de chaque pays. C'est pour ça qu'on dit que la race est une construction sociale. Dire qu'il y a des personnes racisées, ça évite de dire qu'il y a des personnes noires ou des personnes arabes. Parce que en réalité, ces catégories-là, elles-mêmes, elles peuvent poser problème. Prenez la couleur de peau marron, comme moi. On la retrouve en Afrique jusqu'en Inde et pourtant seuls les Africains sont appelés les Noirs. Pareil avec une couleur de peau plus claire, les habitants de Tanger ont souvent la même couleur que ceux de Marseille et pourtant on dit que certains sont des Blancs et d'autres des Arabes. Alors qu'en réalité, ça fait des siècles que les populations se mélangent dans le bassin méditerranéen. Le concept de racisation permet justement de sortir par le haut de ces débats. Ça permet simplement de dire cette personne est victime de discrimination, est renvoyée à l'appartenance à un groupe qui est dominé, défavorisé, discriminé, donc cette personne est racisée. Point barre. Et c'est la seule chose que l'on regarde. Le concept de racisation a été désavoué, disqualifié, attaqué par la droite et l'extrême droite, qui ont fait mine de croire que ceux
qui prennent la défense des personnes racisées sont en fait les vrais racistes puisqu'ils supposent l'existence de race, alors que c'est le contraire. Vous voyez. Et je sais qu'aujourd'hui, certaines ne sont pas à l'aise quand on parle de personnes racisées, mais il faut faire la paix avec ce concept parce qu'au contraire, il est incroyablement précieux. Si c'est pas suffisamment clair, allez écouter le copain Histoire Crépue qui, sur ces questions-là, est une ressource tout à fait précieuse. On revient donc, une fois que l'on a fait ce distinguo sur la question du racisme anti-blanc, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'en France, les personnes racisées sont victimes de discrimination systémique. Les personnes racisées en France ne sont pas seulement victimes de comportements et d'insultes racistes. Ils le sont bien sûr, mais de surcroît, les personnes racisées subissent également des discriminations systémiques. Je vous renvoie au rapport de l'ancien défenseur des droits Jacques Toubon qui montre que les personnes racisées, et en l'occurrence singulièrement les personnes perçues comme noires ou arabes, ont beaucoup plus de difficultés dans l'accès au logement, ont de grandes difficultés dans l'accès au travail, se voient plus que les autres à compétences égales, à CV égal, se voient plus que les autres refuser l'accès à un emploi. Et alors, quand on pose sur la table la question du rapport avec la police, et notamment la question des contrôles aux faciès, les chiffres sont absolument accablants. Jacques Toubon, à de multiples reprises, a réitéré que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés par la police que les personnes perçues comme blanches de peau, les jeunes hommes perçus comme blancs de peau. Ça, ce sont des discriminations systémiques. A contrario, quand on parle des personnes blanches de peau, bien sûr, comme je vous le disais, que ces personnes peuvent subir et recevoir des comportements, des insultes, des agressions à caractère raciste. Mais les personnes perçues comme blanches de peau en France ne subissent pas le racisme. Au contraire, les personnes perçues comme blanches de peau commencent avec un privilège dans la vie. Le privilège blanc. Le fait justement de passer en premier dans l'accès au logement, de passer en premier dans l'accès à l'emploi, de ne pas avoir à subir les discriminations policières, de ne pas avoir à subir les discriminations quand on veut rentrer en boîte de nuit. Et c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas parler de racisme anti-blanc et que les sociologues ne parlent pas de racisme anti-blanc, parce que ce serait mettre sur le même plan des vécus individuels qui sont totalement différents. D'un côté, des personnes perçues comme appartenant à un groupe racisé et qui doivent jouer la vie en mode hard, si vous voulez, et ce serait mettre cela sur le même plan que les personnes qui, certes, parfois, peuvent subir, et c'est vrai, des insultes et des comportements à caractère raciste, mais qui ne subissent pas le racisme. Dire qu'il y a un racisme anti-blanc, c'est mettre sur le même plan deux phénomènes sociologiques totalement différents. Et c'est la raison pour laquelle les sociologues disent avec force qu'on ne peut parler de racisme anti-blanc, que cela n'a aucun sens. D'un point de vue théorique et pratique, nous dit Patrick Simon, démographe et sociologue à l'INED, il est abusif de parler de racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales, ça n'a pas de sens, confirme Éric Fassin, sociologue à l'université Paris 8. Et en réalité, cette position, elle est ultra majoritaire au sein de la sociologie. Chez les rares sociologues qui accréditent le principe de racisme anti-blanc, par exemple Pierre-André Taguieff, dont la parole est très contestée et qui collabore à des sites qui font de notoriété publique partie de la fachosphère. Même eux sont obligés de concéder que si ça existe, c'est très marginal en France. Charlotte Recoquillon, géographe à l'Institut français de géopolitique, nous dit la chose suivante. Pour elle, le racisme, c'est un système, un ordre social dont découlent des privilèges. Selon elle, personne ne nie que certaines attitudes ponctuellement peuvent nuire à des personnes dites blanches. D'un point de vue sociologique, elle ajoute, le racisme anti-blanc n'existe pas. France Info confirme que cette définition est bien majoritaire chez les sociologues. Une fois qu'on a dit que être blanc de peau en France, c'était naître avec un privilège, il faut quand même rentrer au sein du groupe pour remarquer que on peut, c'est vrai, être blanc de peau, mais que si en parallèle on est une femme, on aura plus de difficultés dans la vie que les hommes. C'est là qu'on en vient à ce concept absolument capital, qui est le concept d'intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intersectionnalité? C'est juste le fait de remarquer que les facteurs de domination ou au contraire de discrimination au sein de la société sont multiples. Et donc, les lignes de clivage qui séparent d'une part les personnes dominantes, privilégiées, et de l'autre, les personnes défavorisées, discriminées, ces lignes de clivage sont multiples. L'intersectionnalité, c'est une manière d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas une lutte qui est plus importante que les autres, puisque pour de nombreuses personnes, ces luttes se cumulent. Ça permet d'attirer l'attention sur le privilège absolument démentiel dont jouissent en France les personnes qui, comme moi,
ont la chance de naître hommes, perçus comme blancs de peau, hétérosexuels, cisgenres, issus d'une famille qui n'est pas en situation de pauvreté. Le fait d'appartenir à un groupe dominant ne veut pas dire que ton existence est elle-même dominante. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a des régularités statistiques qui doivent attirer malgré tout notre attention. Pourquoi est-ce que tout cela a de l'importance? Et pourquoi est-ce que l'extrême droite continue, avec acharnement, de vouloir prétendre l'existence d'un racisme anti-blanc? Pourquoi est-ce que pour eux c'est important? Évidemment, s'il existe un racisme anti-blanc, alors ce que vivent les personnes racisées en France n'a plus rien de singulier, tout simplement. Ça permet de nier le fait que les personnes racisées subissent bien des discriminations et ont bien une expérience de la vie dans notre société qui est une expérience défavorisée, qui est une expérience qui revient à commencer plus loin sur la ligne de départ que les personnes blanches de peau, que cela revient à affronter dans la vie plus de difficultés que les autres, de manière structurelle. Or, s'il existe aussi un racisme anti-blanc, si les blancs aussi sont victimes de racisme, alors les personnes racisées, perçues comme noires ou arabes, n'ont plus rien de singulier. Pourquoi se préoccuper d'elles plus que des blancs, puisque des deux côtés, on a des personnes qui vivent le racisme? Et donc vous voyez bien le schème argumentatif que cela permet, la mise en équivalence que cela permet. S'il y a un racisme anti-blanc de la même manière qu'il y a un racisme anti-arabe, anti-noir ou anti-asiatique, alors il n'y a pas du tout de racisme anti-noir, anti-arabe et anti-asiatique. Il y a simplement des détestations mutuelles, des haines mutuelles, des préjugés mutuels qui font qu'on a tous, chacun, à affronter les mêmes difficultés dans la vie. Et donc, pourquoi, à partir de ce moment-là, rester braqué sur l'importance des luttes antiracistes? À quoi on devient immédiatement aveugle? Aux discriminations systémiques, aux discriminations à l'emploi, aux discriminations à l'embauche, aux discriminations dans les rapports avec les forces de police. Vous comprenez pourquoi ça devient un peu problématique de voir le gouvernement lui-même reprendre à son compte les armes idéologiques de l'extrême droite? Ce même gouvernement qui a été élu dans un front républicain pour s'opposer au Rassemblement national et qui aujourd'hui reprend les mots même du Rassemblement national et pas n'importe lesquels, des mots qui sont précisément une arme idéologique redoutable pour paralyser, estropier, neutraliser la lutte antiraciste. C'est un peu problématique tout ça, peut-être. Mais attention, si vous pensiez que c'était le pire, parce que ça, c'est Sophie Primas. Bon, tu peux dire, on l'a pas formée sur la question, elle est arrivée dans ce poste un peu par hasard, elle a pas eu le mémo. Quand soudain, sous vos yeux ébahis, Fabien Roussel, mesdames, messieurs, l'homme qui est aujourd'hui le secrétaire national du Parti communiste français, l'homme dont, contrairement à Sophie Primas, on pourrait imaginer qu'il a quand même un début de commencement de culture militante. Fabien Roussel, sous vos yeux ébahis. Ça existe le racisme anti-blanc, Fabien Roussel? Bien sûr qu'il existe, mais le racisme anti-blanc, le racisme anti-noir, le racisme anti-chinois, anti-asiatique, c'est pour ça que c'est terrible. Et vous savez ce que ça fait, ce racisme de toutes sortes? Il est fait pour diviser le peuple, pour diviser les Français, quelle que soit donc leur couleur et leur origine. Et pendant ce temps-là, je peux vous dire que les affaires prospèrent, les financiers, le monde économique, eux, pas de problème. Et voilà, le racisme anti-chinois. L'expression, elle est en elle-même raciste. Hein. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Tu vois derrière que, immédiatement après qu'on lui pose la question, il dit non mais tout ça c'est pour nous diviser, pour divertir du fait que, voilà, le problème c'est les classes, le problème c'est les dividendes, c'est les patrons. Argument par ailleurs tout à fait recevable. Mais là vous avez quand même Fabien Roussel qui non seulement reprend à son compte un concept de l'extrême droite, mais qui derrière le fait dans le cadre d'une phrase qui elle-même revient à vider les luttes antiracistes de leur substance même, de leur objet même, puisque à partir du moment où, si on suit Fabien Roussel, il y a du racisme anti-tout, et ben du coup, il n'y a plus de racisme du tout, ou du moins, il n'y a plus de spécificité, de singularité des personnes racisées qui pourtant vivent et subissent des discriminations. Voilà, mesdames, messieurs, où on en est de ce débat aujourd'hui en France. Le racisme anti-blanc, hier, qui était une arme de combat portée par l'extrême droite, reprise par les éditorialistes de l'Empire Bolloré, scandée par Mathieu Bock-Côté à toutes heures du jour et de la nuit sur les antennes de CNews et d'Europe 1, le racisme anti-blanc, cette arme de combat contre les luttes antiracistes, cette arme de combat qui vise à vider les luttes antiracistes de leur substance, à les empêcher d'avoir même ne serait-ce qu'un fondement. Voilà Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, qui fait un cadeau à l'extrême droite, un cadeau au Rassemblement national, un cadeau à l'Empire Bolloré, à tous les racistes qui veulent utiliser ce concept pour nuire aux luttes antiracistes et pour nier l'existence de personnes racisées qui subissent des discriminations systémiques. Voilà le cadeau que fait Sophie Primas à l'extrême droite, ce gouvernement élu pour lutter contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national, et qui, mois après mois, valide un à un leurs concepts, valide une à une leurs analyses, reprennent un à un et légitiment donc de ce fait leurs mots. Le racisme anti-blanc
Aujourd'hui, l'ensauvagement hier, la mexicanisation, la submersion migratoire, combien faudra-t-il encore de termes issus directement de l'idéologie d'extrême droite qui soient légitimés par le gouvernement avant que tout le monde se réveille en réalisant que ce gouvernement nommé soi-disant pour lutter contre le Rassemblement national en réalité sont en train de préparer son accession au pouvoir. Mais si ça n'était que cela, il a fallu que ce soit aussi Fabien Roussel, le leader du parti communiste, un homme soi-disant de gauche qui se vautre dans la même fange. On a les dirigeants politiques qu'on mérite, soi-disant. Je ne suis pas sûr, malgré tout, que nous méritions cela.